madame, messieurs, soyez les bienvenus aux informations sur la chaîne de la guidance. Voici les titres de cette édition. Visite médicale pour les candidats au pèlerinage. Nous parlerons du processus et également de quelques informations nécessaires pour la réussite du Hajj dans cette édition. Nous parlerons également d'une conférence islamique tenue au complexe scolaire Darul Irshad. Des détails dans quelques instants avec le Dr Mohamed Ishaq Kindo. Aussi, nous parlerons finances, notamment finances islamiques, avec le Dr Hamadou Ilboudo. Le Conseil des ministres s'est tenu cette semaine, le 5 février dernier. Également, des détails seront donnés au cours de cette édition. Madame, Monsieur, merci de rester fidèle au programme de la télévision Al-Houda, la chaîne de la guidance. Dans quelques instants. Cela dit, la visite médicale des candidats au pèlerinage et l'évolution de la vaccination à l'actualité, les préparatifs du pèlerinage avec la visite médicale des candidats lancée ce vendredi 6 février dans plusieurs centres de santé du pays. Cette étape essentielle vise à évaluer l'aptitude physique des futurs pèlerins et à garantir un encadrement sanitaire adéquat avant leur départ pour leur lieu saint. Parallèlement, les autorités sanitaires font le point sur l'évolution de la campagne de vaccination des candidats inscrits pour cette année. Une opération indispensable pour prévenir les maladies et assurer le pèlerinage sécurisé dans le respect des normes sanitaires et internationales. Les autorités rappellent également que la vaccination constitue une condition nécessaire et essentielle pour l'obtention du visa et pour la prévention des maladies infectieuses durant le séjour. Suivant ce reportage de Moussa Goula. Les préparatifs du pèlerinage au lieu saint de l'islam se poursuivent activement à travers le pays. Depuis ce vendredi 6 février 2026, les opérations de visite médicale des candidats ont officiellement démarré dans plusieurs centres de santé à travers le pays. Visite médicale, l'objectif même c'est de vérifier la santé des pèlerins, leur prodiguer éventuellement des conseils. Pour ceux qui sont malades, on les oriente vers les spécialistes pour qu'ils fassent des bilans et aussi se faire soigner, c'est-à-dire prendre des médicaments qui couvrent la période du pèlerinage, qui est d'environ 1 mois pour chaque pèlerin. Voilà. Maintenant, on peut dire qu'il y a des bilans obligatoires qu'il faut faire désormais. Bon, il y a toujours eu des bilans obligatoires, mais c'est plus étoffé actuellement. Voilà, quand le médecin généraliste les reçoit, il y a un certain nombre de bilans qu'ils vont faire. Bon, une numération formule sanguine, bon, c'est un peu technique. Ils font. Ça, on faisait ça avant. La glycémie aussi, on fait avant. On voit la fonction du rein aussi avec la créatinine. Ça aussi, on faisait déjà avant. Et ensuite, on a ajouté de faire les transaminases, c'est-à-dire c'est pour voir le foie, le fonctionnement du foie. Voilà, ça on a ajouté. Pour les femmes en âge de procréer, on a demandé un test de grossesse. Et aussi pour tous ceux qui ont plus de 50 ans, ils doivent faire un électrocardiogramme pour voir le fonctionnement du cœur. Cette étape obligatoire vise à évaluer l'état de santé général des futurs pèlerins, à détecter d'éventuelles pathologies nécessitant une prise en charge préalable et s'assurer de leur aptitude physique à accomplir les rites du Hajj dans de bonnes conditions. Un certain nombre de réunions pour assurer le plus de satisfaction aux utilisateurs. Et dans ce cadre, quand les pèlerins arrivent le matin, ils n'ont plus besoin de venir dormir ici comme de par le passé. Quand ils arrivent le matin, ils partent directement à la caisse payer. Les frais s'élèvent au total à 22 500. 22 500, c'est 5 000 francs pour le certificat d'aptitude qu'ils doivent avoir pour pouvoir aller à la Mecque, plus les examens. Et il y a 5 000 francs également à payer qui font partie des 22 500. Ça concerne ceux qui ont plus de 50 ans, qui doivent faire un examen qu'on appelle l'électrocardiogramme, vérifier la fonctionnalité du cœur.
avant de pouvoir avoir le certificat. Donc le tout fait 22 500. Ils passent d'abord à la caisse. Dès qu'ils ont payé, ils ont un carnet et puis on leur remet tous les bulletins d'examen. Ils passent au laboratoire, ils font le prélèvement. Le prélèvement, ça se fait à jeun. Donc on commence par le travail par le laboratoire. Et quand ils finissent au niveau du laboratoire, ils partent au niveau de la cardiologie pour faire l'électrocardiogramme. Et pour les femmes, ils doivent faire des examens au niveau de la santé de la reproduction. C'est comme ça qu'on appelle ces services. Pour pouvoir s'assurer qu'ils peuvent aller au Hajj sans problème, sans avoir des désagréments. Parallèlement, les autorités sanitaires poursuivent la campagne de vaccination des candidats conformément aux exigences internationales en matière de santé publique, afin de prévenir les maladies infectieuses et garantir un pèlerinage sécurisé pour tous. Je suis là ce matin pour faire mes examens par rapport aux préparatifs du Hajj 2026. Moi, je ne trouve pas de grande différence, mais vraiment que cela n'est pas sur cette année, et de la glycémie jusqu'à l'acuité visuelle et aux médecins pour les certificats, je pense que le processus est bien fait et on est satisfait. Et vraiment, j'interpelle tout le monde, ceux qui vont aller au Hajj, de vouloir faire vraiment cette visite médicale. C'est pour le bien du pèlerin et également pour sa propre sécurité par rapport à la situation là-bas à la Mecque, parce que le climat déjà c'est pas le même climat, la situation alimentaire également, mais déjà ici il y a des situations qui sont décelées. Bon, ça permet aux pèlerins sur le terrain vraiment d'être aptes par rapport aux différents rites qui l'attendent là-bas. Voilà, parce que c'est un travail physique et vraiment il faut se rassurer vraiment si physiquement on répond aux attentes vraiment de ces rites sacrés pour l'islam, Inch'Allah. À cet effet, les autorités rappellent que la vaccination constitue une condition essentielle pour l'obtention du visa et pour la prévention des maladies infectieuses durant le séjour du Hajj. Ce jeudi 5 février s'est tenue à Ouagadougou, au complexe scolaire Darul Irshad, une conférence islamique placée sous le thème de la grandeur du Saint-Coran lorsqu'il est pratiqué avec sincérité. Cette rencontre spirituelle a été organisée au profit des élèves de l'établissement. La conférence a été animée par Dr Mohamed Ishaq Kindo, qui a mis en lumière l'importance du Saint-Coran dans la vie du croyant, en insistant sur la sincérité dans sa pratique et l'application des enseignements au quotidien. Les élèves ont suivi avec beaucoup d'attention les conseils et enseignements partagés. C'est dans un reportage de Madi Sawadougou. Une conférence islamique au complexe scolaire Darul Irshad, animée par Dr Mohamed Ishaq Kindo, une conférence pour clarifier la grandeur du Saint-Coran quand il est pratiqué avec sincérité. Le Dr Mohamed Ishaq Kindo se veut avec les enfants de Darul Irshad des cadres religieux de demain pour l'abonnement de l'islam au Burkina Faso. Le message qu'on a reçu aujourd'hui, c'est quand le docteur est venu nous informer que dire qu'au paradis, là où tu lis le Coran, c'est là-bas où tu t'arrêtes. C'est ça qu'on sincèrement dit qu'on a bien écouté là-bas. Et puis on remercie beaucoup à notre docteur de venir nous donner de bonnes actions et de bons rythmes pour attaquer le Ramadan qui vient. Ce que tu nous attends maintenant à faire, c'est de mettre en action pour affronter le Ramadan qui vient de nos yeux, pour être sage et discipliné, pour être motivé, pour ne pas avoir peur, pour le confondre. Le message que j'ai pour dire à mes camarades, c'est d'être patient et actif du mois du Ramadan, parce que c'est un mois qui n'est pas comme les autres. C'est un mois qui n'est pas comme les autres. Les enfants se disent satisfaits de la dite conférence et ils souhaitent revoir le docteur Mohamed Ishaq Kindo pour une autre conférence. Car le rappel profite aux croyants. Parlons finance à présent, précisément finance islamique. Le docteur Hamadou Il-Boudo dévoile les clés de la finance islamique, une voie crédible face au système financier classique.
La semaine de l'épargne et de l'investissement s'est tenue ce vendredi 6 février 2026, un rendez-vous majeur dédié à l'investissement responsable. À cette occasion, le docteur Hamadou Ilboudo, expert en finance islamique et participant à l'événement, nous éclaire sur les principes de la finance islamique, ses spécificités et les différents produits financiers qu'elle propose. Il nous explique comment ce modèle fondé sur l'éthique et le partage des risques peut constituer une alternative crédible au système financier classique. L'explication, c'est dans ce reportage signé Mamadi Lamine Ouedraogo. Je suis docteur Amadou Ilboudo, ancien chercheur de gestion à l'université de Kizerbo. Je suis expert en finance islamique et fondateur de l'Institut. Je suis docteur Amadou Ilboudo, ancien chercheur de gestion à l'université de Kizerbo. Je suis expert en finance islamique et fondateur de l'Institut africain de finance islamique et de gestion et du cabinet Afrojem SARL, spécialisé dans les formations et assistance conseil dans les domaines de finance islamique et de gestion des entreprises et des organisations. Alors, la finance islamique peut être définie de façon simple comme un système de finance basé sur l'application de principes et de valeurs enseignés par l'islam pour promouvoir l'inclusion financière et le développement socio-économique dans les différents pays. Et justement, ce qui fait la particularité de la finance islamique par rapport à la finance dite classique, là, c'est au niveau des principes et des mécanismes de financement. Alors, donc, on va se rendre compte qu'il y a des pratiques au niveau de la finance classique, comme les pratiques de taux d'intérêt, qui sont totalement prohibées au niveau de la finance islamique, parce que, basé donc sur l'application effectivement des principes de la charia, il y a qu'un certain nombre de pratiques sont interdites, notamment l'interdiction du riba, qu'on pourrait donc dire en français interdiction de l'intérêt, l'interdiction du financement des activités jugées illicites par la loi islamique, et l'interdiction de pratiques comme les spéculations et les incertitudes dans les différents contrats. Également donc l'application du principe de partage de profit et de perte entre investisseurs et entrepreneurs. Alors, et également on a le principe d'endossement aux actifs tangibles, permettant donc véritablement d'injecter les ressources dans une économie réelle de production de biens et de services en lieu place donc parfois des manipulations fictives qu'on a au niveau de la finance classique avec toutes les conséquences possibles que cela donc occasionne au sein de l'économie, comme les inflations et autres. Justement, effectivement, je suis là en ma qualité d'expert en finance islamique. Alors, à cette activité qui est la semaine de l'épargne et de l'investissement, pour aussi donc présenter aux participants à cette activité les opportunités qu'offre la finance islamique en matière d'épargne et d'investissement. Donc, de la même façon que ça peut se faire dans la finance classique, ça peut également se faire dans le système de finance islamique, et nous estimons, comme cela a été démontré donc, au cours de ma communication, que ce soit du côté donc, des investisseurs, que ce soit du côté des entrepreneurs, il y a des avantages très très comparatifs au niveau de la finance islamique par rapport donc, à la finance classique, aussi bien en termes donc, de gains, aussi bien en termes donc, de maîtrise des risques pour la réussite des différents projets qui sont financés. Donc, ma présence ici, c'est vraiment donc présenter les opportunités qu'offre l'industrie de la finance islamique en matière d'épargne et d'investissement. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce 5 février à Ouagadougou la séance ordinaire du Conseil des ministres. Au cours de cette rencontre gouvernementale, plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour ont été examinés, des communications orales ont été entendues, tandis que des décisions importantes ont été prises pour la bonne marche de la nation. Parmi les principales mesures adoptées figurent l'examen et l'adoption de projets et décrets, des nominations au sein de certaines institutions publiques ainsi que l'autorisation des missions officielles à l'étranger. Le Conseil a également pris des décisions disciplinaires visant à renforcer la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption dans l'administration publique. Suivons cet élément pour plus d'éclairage. Camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.
Le Conseil a examiné plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, autorisé des missions à l'étranger et pris d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation et pour la satisfaction des besoins des populations, conformément à la vision de la révolution progressiste populaire. Au titre des grands dossiers examinés et adoptés ce jour, et pour le compte du ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté plusieurs décrets, dont 2 portant respectivement création d'une société d'État dénommée Société Faso Agropole, en abrégé SOFA. Le Conseil a également adopté un décret portant approbation des statuts particuliers de la Société Faso Agropole SOFA. Pour plus d'informations sur ces 2 dossiers, j'invite ici le ministre d'État, le commandant Ismaël Sombier. Toujours dans la logique de renforcer les acquis en matière de souveraineté alimentaire et d'engager des réformes structurelles pour consolider les acquis en matière de souveraineté alimentaire, le Conseil a adopté au titre du ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques 3 rapports relatifs à 3 décrets. Le premier décret est relatif à la reprise des participations du secteur privé, des anciennes sociétés Souroupol, société économie mixte, et Bagrépol, société à économie mixte, et dont les privés étaient détenteurs à respectivement 10% et 5% des capitaux. Les 2 cumulés font un taux de 15%, et ce qui représente la somme d'environ 150 millions. Le Conseil a donc décidé, à travers ce décret, de reprendre ces participations pour que ces capitaux soient 100% publics au titre de ces 2 sociétés. Le deuxième décret qui a été adopté consacre la création de la société Faso Agropole. Cette société qui désormais prend en compte plusieurs agropoles, à savoir 5 sur l'étendue du territoire national. Il y a bien sûr les anciens agropoles de Bagré et du Sourou qui prennent désormais le nom de l'agropole du Sourou et l'agropole du Nakambé. Et en plus de ces 2 agropoles, il y a 3 autres agropoles qui sont créés, respectivement l'agropole de Samandeni, l'agropole de la Komoé et l'agropole du Liptako-Gourma. Ces agropoles sont créés au regard des potentialités qui existent au niveau des différentes zones agropastorales de notre pays, notamment en ce qui concerne l'agropole du Liptako-Gourma. Nous avons des potentialités autour du fleuve Béli, qui est un affluent majeur du fleuve Niger. Nous avons également des potentialités autour de la Siriba. Et bien sûr, il y a les acquis déjà au niveau du barrage de Kompianga, plus d'autres zones qui peuvent être propices à des productions agricoles et à des aménagements agro-pastoraux très rentables pour notre pays. Au niveau de l'agropole du Nakambé, qui est l'ancien Bagrépole, qui prend désormais le nom de l'agropole du Nakambé, nous avons bien sûr des potentialités qui existent déjà au titre de l'ancien agropole, qui représente autour de 26 000 hectares de potentialité, mais il y a également les autres potentialités qui existent autour du fleuve Nazinon et également dans la zone de la Sicile avec des grands bassins qui peuvent être exploités pour des aménagements et pour le développement d'activités dans la production agro-pastorale et halieutique. En plus de ces 2 agropoles, nous avons l'agropole de Samandeni qui également avait fait l'objet d'études et dont les aménagements sont déjà en cours. Au niveau de cet agropole, nous avons un potentiel d'environ 21 000 hectares qui étaient déjà identifiés. Mais au-delà de ces 21 000 hectares, nous avons les plaines déjà aménagées de Bama, nous avons la plaine bien sûr de Banzon et nous avons les plaines de Nigema et de Séguéré qui sont déjà des plaines aménagées et qui vont rentrer dans le cadre de l'exploitation de cet agropole. Ensuite, nous avons l'agropole de la Komoé qui va prendre en compte les aménagements déjà réalisés au niveau de Douna, au niveau de la Léraba, et qui, bien sûr, exploite au maximum le potentiel qui existe autour du fleuve Léraba, mais également autour du fleuve Komoé, et bien sûr d'autres potentiels. Et c'est ici que prend fin cette édition que j'ai pris plaisir à présenter. Toute l'équipe de la rédaction de la chaîne de Al-Huda vous souhaite bonne suite de programme sur la télé. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.